Gaël Musquet, l'homme est vraiment impuissant face au changement climatique? On l'est plus ou moins, on pensait avoir domestiqué Mère Nature avec des grandes infrastructures, avec des barrages, avec nos technologies. Aujourd'hui, la nature impose son rythme et on se rend compte à quel point elle est puissante et ça nous force évidemment à beaucoup plus d'humilité dans la manière évidemment dont ces aléas surviennent, pourquoi ils surviennent, comment ils surviennent et comment évidemment on doit s'y adapter. On va continuer à en parler dans les minutes qui suivent. Je vous représente d'abord. Vous êtes donc météorologue, hacker éthique et spécialiste en prévention des risques naturels. Avant de parler des éventuelles solutions, on va s'accorder sur le constat. On l'a vu à l'instant, canicule, incendie record, sécheresse, inondation. Dans le monde, on a l'impression que chaque année bat le record de chaleur de l'année précédente. Est-ce qu'il y a encore un doute sur le fait que tout ça, c'est le changement climatique qui est en œuvre? Il n'y a plus de doute. Ça, tous La les question est indicateurs, réglée. la question est réglée. Et ce que je dis souvent, ça peut paraître provocateur, ces éléments-là, ces événements-là, c'est si tout va bien. C'est-à-dire que sur ces 20 dernières années, il faut bien avoir conscience que les catastrophes naturelles qui ont le plus tué ne sont pas liées au réchauffement climatique, mais à des catastrophes géologiques, des séismes, des tsunamis et des volcans. Donc il faut bien avoir en tête aujourd'hui que la prévention des catastrophes naturelles doit s'inscrire dans un champ beaucoup plus large que ce simple réchauffement climatique, même si c'est déjà beaucoup et qu'on a l'impression qu'il faut gérer une crise après l'autre. Et s'il joue sur une partie des catastrophes naturelles. Tout à fait. Et donc du coup, il faut aujourd'hui avoir une vision globale en fait de ces risques naturels et voir comment évidemment chaque territoire doit aujourd'hui, c'est une obligation de s'adapter face à ce changement climatique et aux aléas qui peuvent survenir. On a parlé tout à l'heure, hors antenne, au début du sujet, de ce beluga qui était égaré dans la Seine. Ça a beaucoup plus marqué les esprits. On a l'impression que l'orque qui s'était échoué dans la Seine il y a quelques mois, est-ce que ça traduit quelque chose? Je voudrais qu'on regarde ensemble la une du journal Le Monde, une récente, qui est titrée sur le climat, la fin de l'insouciance. On le voit ici, l'été de la fin de l'insouciance. Est-ce qu'il y a une prise de conscience climatique actuellement? Alors oui, parce que nous sommes directement impactés et que on est directement témoin. Et donc ça crée évidemment une émotion chez les gens. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Parce que les gens sont impactés. L'émotion, elle est là parce que c'est notre territoire. On a des feux et des événements comme ce beluga qui échoue à proximité de nous. Il y a des mobilisations. Ce que je dis souvent, parce que je suis en contact avec des jeunes enfants, c'est que cette prise de conscience-là, elle est aussi liée au fait que ces enfants se projettent, et parfois certains ont du mal, souffrent d'éco-anxiété et ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir. Donc c'est très important aussi pour nous, en tant qu'adultes, étant témoins de cette détresse-là. Parce que ces enfants, historiquement, comme moi je l'ai pu l'être quand j'étais enfant, ont été témoins ou sont nos meilleurs ambassadeurs pour le tri sélectif, pour la sécurité routière. On a souvent ces messages qui viennent d'abord des enfants pour pouvoir évidemment avoir les bons comportements et les bons réflexes. Donc c'est très important aussi que nous, adultes, nous puissions les accompagner dans ce changement-là. En un mot, on a vu encore une fois canicule, incendie, inondation. Est-ce que ce qu'on a vécu cet été en France, ça va être la norme dans les années à venir? Alors, on a une dynamique qui pousse à ça. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'est pas dit que l'été prochain sera identique à celui que nous avons vécu, mais ce qui est certain, c'est que la fréquence, l'intensité de ces phénomènes-là augmente. Et donc, comme cette intensité augmente et que ces fréquences augmentent, on doit aujourd'hui, et on l'a vu cet été, ce que l'on a eu, on a un peu d'avance. C'est-à-dire qu'on imaginait qu'on aurait ces phénomènes d'ici 10 ans. On est en 2022, on pensait 2030, donc ça prouve bien qu'il faut plutôt que prévu, ouais. Adapter et accélérer les phénomènes d'adaptation et d'atténuation d'émissions des gaz à effet de serre. Après le constat, on va évoquer les solutions. Vous avez donc une double casquette, météorologue, mais aussi hacker, éthique. Qu'est-ce que la technologie peut faire pour l'écologie ou pour prévenir les populations? On ne se rend pas forcément toujours compte parce qu'il y a certains discours qui peuvent paraître aussi un peu caricaturaux sur ce qu'est le numérique. Mais il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, toutes les technologies spatiales, nos calculateurs, nos systèmes de stockage de données ne servent pas uniquement à regarder des chaînes de streaming. Elles servent aussi à observer la Terre, observer la planète, observer les phénomènes météorologiques qui ont impacté récemment la Corse. Ces données, elles servent à alimenter des calculs, des modèles mathématiques qui vont essayer d'anticiper, essayer de prévenir. Et ensuite,
irriguer des systèmes d'alerte. On a des systèmes d'alerte précoces qu'on appelle les EWS, les Early Warning Systems, dont la France d'ailleurs est une des premières ambassadrices. Annick Girardin qui assurait la promotion du système CRUISE à la COP 21 déjà, montre à quel point ces systèmes d'alerte précoce, avec l'obligation depuis le 21 juin 2022 d'avoir en Europe un système d'alerte des populations, toutes ces technologies-là concourent à l'observation, à la gouvernance pour la gestion des risques majeurs, mais aussi à l'alerte et la protection des populations et des biens. À propos de protection des populations, est-ce qu'il y a un problème avec la culture du risque en France? On en a parlé au moment du Covid. Est-ce que ça s'applique là, en l'occurrence? Complètement. C'est-à-dire que notre pays a la chance d'avoir documenté les aléas dans ce qu'on appelle les documents d'information communaux des risques majeurs, des plans familiaux de mise en sûreté. On a des plans communaux de sauvegarde, des plans de prévention des risques inondations. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui en matière de littérature, en matière de règlement, parce que là, c'est obligatoire. Ces documents sont accessibles en mairie, sont téléchargeables même sur Internet. On a des communes comme la ville de Lyon, qui ont extrêmement bien documenté tout ça. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des sujets porteurs. Souvent, quand je discute avec des élus, c'est anxiogène. Et donc, on se dit, on met ça sous le tapis, on espère parfois, souvent... Long terme aussi. Exactement, que ce soit l'élu qui va suivre, que ce soit le préfet qui va suivre, qui aura en charge ces problèmes-là. C'est très important de mettre ça, comme l'ont fait certains pays latins, le Chili, le Venezuela, le Japon, pour parler du meilleur de la classe, les États-Unis, au cœur de la cellule familiale, ces politiques de prévention. Merci beaucoup Gaël Musquet pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes météorologue, hacker éthique, spécialiste en prévention des risques naturels, beaucoup de casquettes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau.